Vous êtes la fille de Yolande et vous vous battez depuis de longs mois pour que toute la lumière soit faite sur ce drame et pour faire changer les choses. Un drame incroyable puisque depuis de longues semaines, votre maman ne se sentait pas bien et les médecins décèlent notamment une myocardite, une embolie pulmonaire et une pneumonie. La veille du drame, elle se rend aux urgences de Meaux et explique que des douleurs reviennent. Après quelques examens pourtant mauvais, le médecin l'autorise à quitter l'hôpital à 3h30 du matin. Ils l'ont laissé partir. Vous étiez déjà inquiète pour elle. Vous voyez vraiment, vous avez vu qu'elle était vraiment pas bien. Oui, j'ai vu qu'elle était vraiment pas bien et enfin je suis tombée des nues lorsque ma maman à 3h30 du matin m'envoie un SMS pour me dire Laura, écoute, ils m'ont laissé sortir. Est-ce que tu pourras venir d'ici 10 minutes pour m'ouvrir la porte du garage? Donc j'ai dit bon, ok, d'accord. J'étais un peu groggy, un peu stupéfaite et je lui ai ouvert la porte du garage donc 10-15 minutes après et puis on a discuté quelques minutes, mais je lui ai dit maman, écoute, je comprends pas. Tu m'avais dit que ton ECG n'était pas bon, que ton taux de troponine n'était pas bon et ils t'ont laissé sortir. Elle me dit dans une sorte de résignation, bah oui, ils m'ont dit que c'était pas normal, mais que c'était normal. Ils m'ont donné une ordonnance de paracétamol et puis voilà, on n'a pas plus débriefé que ça parce que le jour même on devait déménager en Normandie. Donc moi je suis retournée me coucher pour essayer de prendre des forces pour cette journée. Et ma maman, je me rappellerai toujours de son dernier repas entre guillemets. Elle a pris une tartine une tranche de tartine briochée. Je vais y arriver. Et un petit bol de lait végétal qu'elle n'a jamais fini en fait. Parce que elle n'a pas dormi. Et à 7h du matin... 7h32. Oui, 7h32, oui. Ses douleurs s'intensifient au point qu'elle décide d'appeler le SAMU. C'est d'abord l'assistante de régulation médicale qui reçoit son appel et d'emblée, elle semble s'impatienter alors que l'on comprend que Yolande ne va pas bien du tout. On va écouter l'enregistrement que vous ne souhaitez pas écouter. Ils vous ont dit quoi exactement? Je suis partie vers 3h du matin. Il me dit bon, et j'avais un taux de troponine encore élevé. Bon. Il me dit bon, c'est bon. Et là, ça va pas. Je suis rentrée chez moi. Dès que je suis sortie de l'hôpital, ça a recommencé. J'ai été douleur, les douleurs plus fortes. D'accord. Bon, alors, madame. Oui. Ok. On va se calmer. Je vous ai entendu parler. Maintenant, il faut me répondre. Donc, voilà, là, on a entendu ce premier appel. Finalement, elle transfère l'appel au médecin régulateur et là, il va se montrer encore plus impatient. Écoutez. Qu'est-ce qu'on vous donne comme médicament? J'ai un médicament pour le cœur, oui. Pour la tension. Oui. Alors, j'ai l'Ivril, c'est pas ça? Madame, il faut vous calmer. Vous n'avez pas 36 000 médicaments à prendre. Je suis calme. Et vous ne savez pas ce que vous prenez comme médicament. Vous n'avez pas votre ordonnance avec vous? Oui, j'avais mon ordonnance. Ouais. Laura, là on voit, c'est vrai qu'il y a des réponses qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'une personne en souffrance extrême. Votre mère était très mal à ce moment-là. Elle était très très mal. En fait, elle vivait ses pénultièmes instants en fait, parce que ces derniers instants, elle les a vécus avec ses filles, donc ma sœur jumelle et moi. Donc voilà, elle était très très mal. Elle suppliait pour avoir de l'aide, de l'assistance, que le médecin qui a prêté serment et qui, lors de ses premiers cours de médecine, il a appris le primum non nocere et puis l'empathie, que ce médecin lui témoigne de l'empathie et puis accepte de lui venir en aide. Et malheureusement, elle a pas eu ça. Donc l'appel s'est étiré. Alors justement, on a d'autres extraits de l'appel, vous allez voir, c'est incroyable. Le médecin semble croire ou vouloir croire que Yolande ne fait qu'un caprice quand on sait la fin tragique de cet appel. Parce que c'est les derniers instants de Yolande, cet appel. Écoutez, cet enregistrement vraiment fait froid dans le dos. Et alors là, vous nous rappelez, c'est quoi votre intention dans votre tête? Voilà, je finis, c'est là qu'ils sont là, ils sont pour le cœur, c'est là qu'ils sont. Voilà, j'ai trouvé ma nom. Alors, madame, on ne va pas faire ce que vous voulez, d'accord? Si vous voulez aller à Jossigny, vous y allez. Mais si vous appelez les services de secours en période de garde, vous irez là où le système est organisé. Oui, mais je suis sortie là, ils n'ont bien voulu, ils n'ont pas voulu la garder hier. Ouais.
C'est qui ce connard? C'est incroyable. C'est insupportable. Vous allez voir, j'ai d'autres extraits dans un instant, oui. Ce qui est fou, c'est l'enchaînement. D'abord l'hôpital de Meaux qui la laisse sortir, puis le SAMU qui ne prend pas en compte. C'est un terrible enchaînement, comme si on n'avait pas voulu l'écouter. Et jamais, j'ai regardé tout le dossier, jamais on ne prend en compte sa douleur. Comme si, en fait, elle affabulait, qu'elle inventait. Exactement, exactement. C'est ça qui est incroyable. Je ne vois pas. Enfin, Yolande va même se voir crier dessus par le médecin quand, paniquée et soufflée au plus mal, elle ne parvient plus à bien parler dans le combiné. Écoutez. Madame, arrêtez. Donc je vais vous renvoyer, moi je peux vous renvoyer une ambulance, mais je vous ramène aux urgences de Meaux. Hein? Ils ont votre dossier, c'est là où vous étiez allé la première fois, et on va insister en disant que vous êtes embêté, et ils vont vous reprendre en charge. Je vous entends plus. Si vous parlez pas dans le téléphone, on peut pas s'entendre. Ah là là, je vous disais... Bon, je vous entends pas. 15 jours, oui, 15 jours. Mais putain, mais parlez dans le téléphone. Oh, c'est horrible. Mais qui c'est ce... C'est pas vrai, mais... Après cet appel, Yolande va immédiatement faire un malaise. Oh là. Juste après cet appel, qu'est-ce qui se passe? Donc, juste après l'appel, elle raccroche. Et quand je suis descendue, j'ai entendu de l'agitation en bas et je suis arrivée à la fin de la conversation en fait. Et j'ai vu ma maman dans le salon en train de chercher son ordonnance. Voilà, pour le coup, j'ai vraiment entendu ces passages où elle disait attendez, j'ai senti qu'elle cherchait quelque chose. Et donc elle raccroche et je lui dis maman, qu'est-ce qui se passe? Donc elle me dit ça va pas bien, le SAMU va arriver, je suis pas bien quoi. Et donc elle commence à s'agiter et ma sœur entend de l'agitation qui était en haut, donc elle descend. Et voilà, je dois donner ce détail un peu intime, mais il faut savoir que voilà, maman s'agite, elle va aux toilettes, elle a la diarrhée. Parce qu'avec ma sœur, on a vu on a lu des choses sur l'agonie. Et l'un des symptômes de l'agonie, enfin l'un des signes de l'agonie, c'est le relâchement musculaire et tous les sphincters qui lâchent. Donc elle est allée aux toilettes. Et après, elle s'est effondrée. Et c'est ma sœur jumelle qui l'a... s'est effondrée aux toilettes? Non, elle a eu le temps de tirer la chasse et puis de revenir. Et puis ma sœur l'a réceptionnée parce qu'elle s'est effondrée sur le sol de la cuisine, donc elle a accompagné dans sa chute. Et après, à partir de là, tout le reste de la matinée se passe sur le sol de la cuisine. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, elle passe par toutes les phases de l'agonie. Donc on a lu plein de choses dessus. Donc voilà, je vois qu'elle est très pâle, qu'elle a le teint cireux. Je compare mes paumes avec les siennes. J'ai dit mais Christine, tu trouves pas qu'elle est froide? Elle a des sueurs froides, après elle a chaud. Il faut savoir qu'elle s'est effondrée, elle était juste en petite culotte et elle trouvait la force de nous dire les filles, s'il vous plaît, habillez-moi, le SAMU va arriver. Donc on essaie de lui mettre son soutien. C'était tellement... La seule chose que j'ai pu lui mettre, c'est une paire de chaussettes. Et donc elle disait j'ai froid, donc je suis allée chercher une couverture. Après j'ai chaud, donc je l'ai ventilée. Elle m'a dit j'ai soif, Flora. Donc Christine est allée lui prendre de l'eau. Oui, ma sœur jumelle, pardon. Et j'ai dit non, Christine, le SAMU va arriver, peut-être qu'ils vont devoir l'opérer très rapidement, il faut que son estomac soit vide. Humidifie-lui plutôt les lèvres. Donc elle a fait ça. Et puis plus ça allait, plus ses dernières paroles étaient incompréhensibles. Voilà, à la fin c'était des râles agoniques. Et enfin le dernier souffle, quoi, elle a crié. Et puis c'était fini. Il y a de l'écume qui s'est écoulée du côté de la lèvre et puis c'était fini quoi. Et puis je vous avoue que pendant une fraction de seconde, on a cru, ma sœur et moi, parce que maman, comme beaucoup des sœurs de la famille Gabriel, s'endort très 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 vite. Donc pendant une fraction de seconde, on s'est dit ça y est, le mal est passé, elle s'est endormie et puis ça va aller. Et très très rapidement, je commence à me dire mais attends, j'ai l'impression que la poitrine ne se soulève pas. Donc je commence à paniquer. Je dis Christine, j'ai pas la force. Mets ton oreille sous la bouche de maman. Est-ce que tu sens son souffle? Est-ce que tu sens que la poitrine se soulève? Elle me dit, je sais pas, j'ai l'impression, c'est intermittent. Et là,
le pire scénario se profile dans mon esprit. Je me dis, oh là là, putain, Seigneur, aide-nous, quoi. Enfin, voilà, on est chrétiens catholiques, bon, pas très pratiquantes, mais si à un moment il faut prier, c'est bien là. Donc je dis, oh là là, c'est pas possible, le SAMU va arriver. Donc je me dis, bon, on attend, enfin, on est là, on est un peu comme hors de nos corps, on voit la situation. Donc je dis, bon, je vais rappeler le SAMU. Donc là, il est 8h24. J'appelle le SAMU. Donc là, j'ai affaire à une petite dame, je crois. Donc je lui dis, excusez-moi, ma maman a appelé il y a pas mal de temps. Normalement, il y a une ambulance qui devait arriver. Est-ce qu'elle va enfin arriver? Parce que là, elle a fait un malaise. J'ai l'impression qu'elle respire plus. Donc l'opératrice du SAMU me dit, écoutez, je vous passe le médecin. Et donc il s'est passé quand même un assez long moment entre guillemets avant que le médecin me parle, et donc j'ai mis le portable sur haut-parleur, et là je me dis waouh, là vraiment maman elle respire plus. Donc je dis, dans le doute, Laura, tu te poses pas de questions, tu fais un massage cardiaque, tu commences un massage. Donc j'essaie de me rappeler de mes cours de secourisme. Je dis, alors elle est comme ça, donc les espaces intercostaux, gna gna gna, et 1, 2, et 3, et 4, et puis je masse, et je dis à Christine, parce que c'est extrêmement fatigant de faire un massage cardiaque, je dis à Christine, tu fais comme ça, tu fais pas comme dans les films, voilà, il faut vraiment que ce soit tout ton poids qui soit sur le corps de maman, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, tu comptes comme ça, et voilà, donc on s'est relayés. Et j'ai eu la dame du SAMU, la médecin du SAMU au téléphone. Et donc je lui dis, donc voilà madame, maman a fait un arrêt. Elle me dit, ah d'accord, ok, les secours devraient arriver, mais je vous envoie une ambulance plus rapide avec une équipe médicale. Mais en attendant, commencer un massage cardiaque. Je dis, oui, on a déjà commencé. Elle dit, parfait, continuez, les secours vont bientôt arriver. Raccrochez, et donc on a raccroché. Et l'ambulance privée que le médecin avait dépêchée pour maman, enfin dépêché, c'est très bizarre d'utiliser ce vocable lorsqu'on sait qu'elle a pris plus d'1h15 pour arriver. Donc l'ambulance a fini par arriver à 8h40. C'est ce que dit le rapport du SAMU. 8h40, ouais. En sachant qu'ils ont pris leur temps pour arriver, quoi. J'ai dû aller ouvrir la porte du garage pour bien me dire que c'est cette maison, parce que c'est un ancien corps de ferme avec une cour commune. Donc j'ai ouvert la porte, je les ai vus arriver tout à fait tranquillement. Ils ont pris le temps pour se garer de l'autre côté de la cour commune. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu l'information que la dame chez qui ils se rendaient avait fait un malaise. Et voilà, je leur ai dit, c'est ici, c'est ici. Et c'est quand ils ont vu ma sœur qui me relayait, qui était au-dessus du corps de maman, et je me rappellerai toujours de l'intonation de la petite dame, de l'urgentiste. Elle avait une charlotte sur la tête. Oh, massage. Et c'est là qu'ils se sont bougés. Enfin, qu'elle s'est bougée, parce que la pauvre, peut-être, elle pouvait pas savoir. Et c'est là qu'elle a dit, pousse-toi ma puce, c'est bon, je prends le relais. Son collègue est arrivé avec un défibrillateur semi-automatique. Et c'est le seul matériel qu'ils avaient pour maman, parce que c'était pas le SMUR, donc ils n'avaient pas la machine qui massait d'elle-même, ils n'avaient pas les drogues. Donc elle a pris la relève de ma sœur, et puis j'oublierai jamais, je l'ai entendu qui disait, je crois que j'ai cassé une côte. Donc ça m'a fait mal, parce que c'était maman. Mais je sais que lors d'un massage cardiaque, une côte peut arriver. Mais je me suis dit, elle a déjà agonisé. Maintenant, on lui casse une côte. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est encore consciente, même si on sait qu'elle est morte avec nous entre 8h24 et 8h26. Mais ça fait quand même mal d'entendre ça, quoi. Maman, elle est sur le sol de la cuisine, et en plus, on lui a cassé une côte dans un geste de secours, bien sûr, mais ça rajoute de la tristesse, quoi. Incroyable, hein. C'est bouleversant. Ouais. Témoignage de Laura, tout le monde est bouleversé, hein, sur le plateau. Je vois les téléspectateurs également. Comment on vous a expliqué après coup ce mauvais aiguillage et ce médecin qui n'envoie qu'une ambulance privée au lieu d'envoyer un SMUR? Qu'est-ce qu'on vous dit après coup pour expliquer cette erreur monumentale? En fait, on n'a pas eu d'explication, puisque aujourd'hui, on n'a pas eu de contact avec le directeur du SAMU 77, ni avec le médecin. Il faut savoir que ma sœur jumelle, elle a écrit un courrier de 5 pages au mois d'avril
à l'intention du docteur, du directeur du SAMU, une lettre de 5 pages où elle posait des questions très précises. Comment ça se fait que ce docteur-là a dit putain dans le téléphone et tout ça, parce qu'on a demandé la retranscription quand même. Comment ça se fait que le médecin du SAMU... comment ça se fait? Et on a reçu une réponse tout à fait incurique et lunaire une vingtaine de jours après, où il nous a juste envoyé une page où il se contentait de refaire l'historique. Il nous donnait des données qu'on avait déjà en fait, et c'est la seule chose qu'on a eue avec un autre petit bout où il disait un autre papier où il disait que voilà, nous restons à votre disposition pour une tentative de médiation pour parler. Donc voilà, on avait sur le coup, ma sœur voulait répondre, mais on a demandé conseil à notre pénaliste. Il a dit non, surtout ne répondez pas. Donc on n'a rien répondu, et donc on n'a pas eu de nouvelles. Et c'est seulement le journaliste de Mediapart qui nous a fait savoir, avant l'article qu'il a publié mardi, qui nous a fait savoir que le SAMU avait accepté de répondre entre guillemets à ces questions, et nous a fait savoir que le directeur du SAMU 77 refusait de parler de faute. Pour lui, ce médecin est un médecin d'expérience. Pour lui, il a assuré la continuité des soins. Il reconnaît, qu'il a fait preuve de moments d'exaspération injustifiés, et il s'en excuse. Mais c'est tout ce qu'on a eu, et le médecin du SAMU ne nous a jamais demandé pardon, n'a jamais cherché à rentrer avec nous, et on a appris qu'il est toujours en fonction aujourd'hui et qu'il n'a ni blâme, ni pas même une petite tapette sur la main, alors que je comprends pas, ils essaient même pas de se cacher, ils savent que Mediapart a les audios, ils essaient même pas de, entre guillemets, de mentir. Ah non, ce médecin était sanctionné, il est plus dans le service. Non, tout va bien, tout est tranquille, oui, il est là. Voilà, c'est assez fou. C'est fou. En tout cas, merci Laura d'avoir été avec nous ce soir. Votre témoignage était très important pour nous. Merci. Et voilà, on a utilisé les audios de Mediapart, voilà, je le dis ce soir. Voilà, et c'est vrai que c'était important de les entendre, et que le plus grand nombre entendre ces audios de cette histoire incroyable. Merci beaucoup. J'aimerais, est-ce que c'est possible de rajouter un petit truc? Oui, donc je vous remercie vraiment, je dis mais je vous remercie de moi, ma sœur jumelle et mon papa de nous permettre de faire entendre la voix de maman. Et je sais que le journaliste de Mediapart a fait un incroyable travail. Et avant lui, la journaliste de France Antilles, Céline Guiral. Et voilà, le journaliste de France Antilles, de Mediapart, a choisi un angle pour son article. Donc il a insisté assez sur le racisme. Et voilà, j'ai été interviewée pendant longtemps, et j'ai dit beaucoup de choses. Et voilà, j'ai pas envie que le drame de maman devienne un étendard antiraciste. Voilà, je pense qu'on est plus... Mais l'angle de l'article du journaliste de Mediapart, on est obligé quand même de dire qu'il a peut-être pas complètement tort dans ce qu'il raconte. Après, c'est vrai que voilà, moi j'ai lu l'article, et c'est vrai que ce qu'il soulève, c'est plutôt bien vu. Oui, après, c'est juste qu'on ne veut pas que le drame de maman devienne le porte-étendard de l'antiracisme. On est plus intelligent que les méchants blancs, les gentils noirs. Et il faut savoir que maman, dans tout son parcours de soins, j'ai rencontré ses médecins. On allait la voir tous les jours à l'hôpital. Elle a rencontré des médecins qui venaient de tous les horizons. Donc si j'ai évoqué le syndrome méditerranéen, et je crois même que j'ai parlé au conditionnel, c'était seulement pour ce maillon de la chaîne, ce médecin, parce qu'il faut savoir, par exemple, j'en veux pour preuve que le médecin, le cardiologue qu'il a laissé sortir à 3h30 du matin, je l'ai eu au téléphone 2 jours après, et il avait un gros accent africain ou maghrébin. Donc c'est pas une affaire de couleur, c'est vraiment une affaire de manque d'humanité, de manque d'empathie. Voilà, où est le primum non nocere, où sont les principes éthiques de Beauchamp et Childress. On dit que l'hôpital va mal, certes, mais je pense que notre humanité, notre sens de la compassion va mal aussi.